On va maintenant passer à la deuxième partie de cette matinée, une deuxième partie qui sera consacrée à des sujets un petit peu plus prospectifs, on va dire, avec les interventions de Normals et de Design Friction. Alors je ne sais pas qui commence. Bien. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Moi je vais voir avec vous quelques teintes du prix de demain. Passer en revue un petit peu les formes que peuvent prendre les technologies de la surveillance, du contrôle, de la propagande, et réfléchir aux enjeux, également aux techniques du prix qu'on peut mettre en place pour les contrer. Donc je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Xenia en fin de sa présentation. Peut-être qu'il n'y a pas d'outil idéal pour duper, mais que la duperie efficace demain réside sur du combinatoire, combiner différentes technologies, différentes techniques, ou tout simplement s'allier à plusieurs pour un but collectif. Je me basais sur un exemple actuel des manifestations au Chili à Hong Kong, des environnements où sont déployés plein de technologies de surveillance à des fins policières, des drones, des caméras de vidéosurveillance intelligentes qui vont effectuer de la reconnaissance faciale de manière automatisée. Et simplement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les manifestants utilisent des pointeurs laser qu'ils vont braquer sur les caméras, sur les capteurs, pour les déstabiliser et pour brouiller la possibilité de l'identification. Une technologie vraiment basique, low-tech, mais qui, utilisée de manière collective et coordonnée, permet d'avoir un gros effet. C'est aussi utiliser des techniques en ligne et puis des techniques qui ne sont pas technologiques. Ce que vous voyez à gauche, c'est une image avant une grosse opération à Hong Kong. Ont été mis à disposition des manifestants des tickets de métro à usage unique qui permettaient en fait de ne pas utiliser l'équivalent du pass Navigo qui trace les déplacements, et également des sacs de vêtements que les manifestants pouvaient utiliser pour, les vêtements pour se simuler ou changer d'apparence. On a à droite, ce que vous voyez, c'est des tutoriels pour apprendre des techniques d'obfuscation pour se dissimuler, que ce soit avec cette casquette qui permet de rabattre un visage qui n'est pas le sien, ce qui est très utile puisque le port du masque a été interdit pour les manifestations, donc là c'est pas un masque du coup. Et également ce tuto pour tresser ses cheveux, si tant est qu'on est beaucoup, de manière à couvrir son visage. Donc voilà, on a un alliage de techniques plus ou moins high-tech et en ligne comme dans la vie. Alors là je parle de ville étrangère, mais demain ça pourrait malheureusement nous intéresser toutes ces techniques en France. Puisque comme le révèle ce site Technopolis que je vous invite à visiter, qui est notamment porté par la Quadrature du Net, si je ne me trompe pas, on a plusieurs expérimentations autour de la Smart City, plutôt la Safe City, donc la ville sécuritaire. Dans plusieurs villes en France, on a de la vidéosurveillance, des micros dans l'espace urbain pour alerter la police en cas de bruit suspect, et puis l'interconnexion de bases de données massives, potentiellement à des fins de police prédictive. Alors si on extrapole un petit peu plus, on peut imaginer tout plein de techniques pour apprendre à déjouer, à duper les capteurs dans la ville. C'est ce qu'on s'est amusé à faire avec cette design fiction qui s'appelle Stones of Kion et qui imagine que demain, dans la ville intelligente, certaines communautés ont vraiment intérêt à se simuler, comme ça peut être le cas pour des migrants. Et donc, ils vont utiliser, par exemple, des colliers de datamouflage qui sont attachés autour du cou des chiens dans la ville, en supposant que les animaux sont les grands oubliés demain dans la Smart City, qui est vraiment focalisé sur les humains. Et donc, ce collier va capter les données biométriques de l'animal et les renvoyer vers le dispositif qui est porté par le migrant, de manière à le faire passer auprès des capteurs aveugles, si tant est que le capteur n'est pas de caméra,
de le faire passer pour un animal. Et l'autre dispositif, c'est une cape de sommeil qui donne l'apparence d'un chien une fois qu'on est couché. Et donc le migrant peut dormir tranquille, dissimulé auprès des caméras, des drones de surveillance. L'enjeu demain au-delà du prix, c'est aussi de potentiellement duper jusqu'à qui on est en profondeur, donc pas seulement la reconnaissance faciale, mais carrément le génome, son ADN. Donc c'est ce qu'a abordé tout à l'heure Xenia, la biométrie. Donc voilà, l'ensemble des techniques informatiques qui permettent de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Donc voilà, les chercheurs expliquent qu'à partir de la forme d'une oreille, de la manière de marcher, les veines de la main, etc., il y a toutes ces composantes qui, notamment lorsqu'elles sont croisées, toutes ces données permettent d'identifier des individus, ce qui sert évidemment à des fins sécuritaires, mais aussi potentiellement de surveillance demain. Et je vais vous présenter une petite design fiction qui a été réalisée par le studio Superflu et qui nous invite à nous projeter dans un futur où où le système d'assurance santé oblige tous les individus à envoyer des échantillons de leur ADN afin d'analyser la séquence de leur gène. Et ainsi, là c'est le kit que vous voyez qui est utilisé à domicile pour collecter la salive, et ensuite donc un algorithme va déterminer si le génome est plus ou moins à risque de provoquer plus tard des maladies chez la personne. Du coup, évidemment, les primes d'assurance sont calibrées sur le fait qu'on a plus ou moins un risque. Et cette design fiction présente le cas d'un homme qui serait soumis à des primes démentielles, qui ne serait pas en mesure de payer, et il ne serait pas en mesure non plus de payer pour la thérapie génique dans des cliniques officielles. Et donc du coup, il se rendrait dans une clinique du marché noir, ce que vous voyez à gauche, pour qu'on découpe son génome, pour du moins faire éditer son génome de manière à ne plus avoir les gènes problématiques. Voilà. Là, la prix intégrée, c'est pour vous parler de la manière dont le fait qu'on se sente surveillé impacte nos comportements de manière complètement intégrée et peut provoquer une normalisation des comportements ou un refroidissement social, selon la formule du chercheur Tijman Shep. Donc là, je me place dans des pays démocratiques, parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux dans des pays comme le Kenya, mais typiquement. Socialement, il fait déjà froid déjà, donc tout à fait. Mais là, les enjeux, le social cooling, ça peut être simplement de ne plus oser poster, de ne plus oser utiliser sa liberté d'expression en ligne, poster telle ou telle photo qui peut être retenue contre nous. Donc voilà, une forme d'autocensure intégrée par les utilisateurs. Donc c'est un peu l'architecture de surveillance panoptique que vous voyez à gauche. C'est à la base d'une architecture carcérale dans laquelle un gardien est placé au milieu du tour et il peut voir tous les prisonniers qui, en tout cas, même quand ils ne sont pas observés réellement, se sentent observés. Et donc ça influe sur leur comportement. Donc c'est un peu l'idée. Le fait d'avoir cette surveillance et cette pression sociale constante peut avoir plusieurs effets. Le visuel en bas, vous voyez que c'est un chirurgien qui n'ose plus faire des opérations à risque, parce que comme il est noté et qu'il a peur s'il échoue d'avoir une mauvaise note, ce qui peut impacter sa réputation, il va limiter ses prises de risque. Et le tweet au-dessus, c'est pour vous montrer que ça peut induire une sorte de paranoïa ambiante. Donc ma femme m'a demandé pourquoi je chuchotais dans la maison. J'ai répondu que c'était parce que j'avais peur que Mark Zuckerberg nous écoute. Ma femme a éclaté de rire, moi aussi, Siri aussi, Alexa aussi, le robot cuiseur de Lidl aussi. Voilà, cette forme d'écoute constante, en tout cas la peur de cette écoute. L'enjeu de la contre du prix, donc c'est l'idée que finalement, si les machines nous dupent, nous manipulent, est-ce qu'on n'a pas le droit et intérêt, mais aussi de les contre-duper. Là, évidemment, c'est la question des fake news, des bulles de filtre. Donc, des bulles de filtre, donc voilà, vous connaissez très certainement, mais c'est système de recommandation qui nous enferme dans des opinions, des contenus qui sont susceptibles de nous correspondre.
ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple d'extension pour navigateur qui s'appelle Ad Nauseam et qui, à l'inverse de AdBlock, va pas bloquer les pubs mais faire qu'elles sont toutes cliquées. Ce qui va brouiller le profilage de l'utilisateur et du coup la capacité des trackers publicitaires à le cibler de manière efficace. En ce qui concerne les fake news, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé pendant le Brexit. Sur les réseaux sociaux, les votants, ceux qui étaient identifiés comme a priori votants pro-Brexit, étaient soumis à ce type de publicité non fact-checkée. Par exemple, voilà, l'Europe bloque notre capacité à protéger bien les ours blancs. Demain, grâce au Brexit, on va empêcher une vague d'immigration catastrophique. Ou même, voilà, l'Europe veut bannir les bouilloires athées. Donc évidemment, c'est complètement... c'est des infox. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces informations-là parvenaient à certains profils de manière ciblée et pas à d'autres. Et elles ont été découvertes lorsque des opposants, en tout cas des profils identifiés comme opposants au Brexit, ont fabriqué des faux profils archétypes type votant. Donc en fait, quelque part, duper en falsifiant son profil permet de révéler la duperie. Ce qui pose la question, demain, peut-être que pour avoir accès à une information, révéler la manière dont l'information est distordue suivant qu'on est identifié comme tel ou tel profil en ligne, le fait de se créer un portefeuille de profils différents permettrait d'avoir accès à une information moins biaisée. C'est aussi la question du design de l'attention. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous pouvez retrouver le cahier de la CNIL numéro 6 qui est accessible en ligne et qui dévoile, en tout cas qui explicite toutes ces techniques du design de l'attention. C'est pas quelque chose de récent, c'est le fait que les systèmes vont chercher à nous manipuler. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la première bannière publicitaire en 1994 qui était mise sur le site Wired, donc pour inciter à cliquer et diriger l'attention de l'internaute. Et je voulais dire que c'est pas forcément négatif en fait ces techniques de capture de l'attention, puisque ça peut être aussi pour un but sécuritaire, comme vous pouvez le voir sur le passage piéton, qui donne l'illusion qu'il est en relief pour inciter à ralentir. Ça permet d'éviter des accidents. Donc en tout cas, ça pose beaucoup de questions. Toute l'idée, c'est d'arriver à préserver son attention. Ah oui, et on peut imaginer que demain, les techniques pour capturer l'attention sont encore plus intrusives, plus violentes. Par exemple, avec les interfaces neuronaux. Et là, c'est une microfiction qui est présentée dans le cahier de la CNIL que j'ai mentionné. Si demain, l'interface va analyser en temps réel les variations chimiques de notre cerveau pour voir les variations de dopamine, voir ce qui fait plus ou moins d'impact sur nous, on peut imaginer que en fonction de ce qu'on va manger, on va jouer sur notre deuxième cerveau qui se trouve dans l'estomac et donc peut-être perturber l'analyse de ces interfaces. Donc là, vous voyez un livre de neuro-recettes qui indique ce qu'il faut manger pour arriver à brouiller l'analyse de ces technologies. Enfin, il ne faut pas oublier qu'effectivement, duper, ça peut être une manière de préserver sa liberté d'expression, de choix, etc. Mais c'est aussi évidemment pouvoir se livrer à des actes de malveillance, comme c'est le cas avec ces actes de la part de hackers qu'on appelle les light commands, et qui permettent, en pointant des lasers sur des technologies des assistants vocaux, d'arriver à lui injecter à distance des commandes. Donc commander les objets de la maison, et même ouvrir des portes de garage, des portes d'entrée, si tant est qu'elles soient reliées par le biais de ces assistants, et pas protégées, ce qui permet de les hacker. Et puis, voilà, aujourd'hui, pour moins de 700 €, on peut se livrer à ce type de manipulation. Et c'est un des défauts de ces assistants vocaux. Et enfin, rêvons un peu, et si demain la duperie avait totalement disparu,
Imaginons dans une utopie post-capitalisme qu'on n'a plus ces systèmes, ces technologies de surveillance, de contrôle, de manipulation, qu'au contraire elles sont là pour éclairer nos choix et pour montrer comment, pour faire qu'on garde la maîtrise de notre attention. On peut imaginer qu'on n'aurait même plus besoin de duper et en tout cas je vous invite à imaginer ce futur lors de l'atelier cet après-midi. Puisqu'on va imaginer les futurs autour de la duperie et c'est l'un des axes possibles. Voilà. Merci Léa. On va passer tout de suite à la deuxième keynote. Vous pouvez garder vos questions pour la table ronde qui suivra. Comme ça, on fera tout d'un coup. Cédric, Régis, je sais pas qui s'y connaît. Désolé, on est un petit peu fatigué, on a chacun une moitié de cerveau. Je crois que Régis, tu connais les slides, moi je connais peut-être quelques questions mieux. Ah, c'est moi qui vais à l'ordinateur, c'est pas quand bien faire. Ah non, tu veux que je fasse des slides? Non, c'est peut-être moi qui ai tout le cerveau finalement. Ah ouais. Enfin. Bonjour. Bonjour. Donc on est Normal, on est un collectif de design fiction et pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit comme pratique, on a aussi un peu notre propre version, on va dire, pour vous le présenter très rapidement. On compare souvent notre pratique à des gens non initiés au cinéma et ce qui s'appelle le production design en anglais, c'est la direction artistique en cinéma, ce genre de choses. Et on utilise cet exemple de Minority Report de Spielberg. Je ne sais pas si quelqu'un ne l'a pas vu. Si vous pouvez lever une main, ceux qui ne l'ont pas vu. De toutes les personnes dans la salle. Non, mais c'est... Bon, bref. En fait, c'est même pas le sujet qui est si intéressant que ça en réalité dans ce film, c'est le design de production. Et c'est le fait qu'un univers entier ait été créé. De façon à alimenter une réalité alterne qui est assez probante, qui est assez prenante, qui est complète, qui a été créée, je ne sais pas si vous connaissez son auteur, qui est Alex McDowell. C'est quelqu'un qui a un institut sur le world building, la fabrication de mondes alternatifs et qui est très impliqué dans les questions du futur, qui sont en réalité une pratique assez ancienne. On pense tout le temps, design fiction, c'est génial, c'est un nouveau truc dans le design, etc. En fait, pas du tout, ça existe depuis la nuit des temps. On peut même aller jusqu'à Platon et l'Atlantide en parlant de mondes parallèles, de sociétés alternatives. C'est une pratique qui est ancestrale, elle a toujours été implémentée différemment. Pour nous, c'est un nouveau lieu stratégique pour des designers. On est tous les deux issus du design produit à la base, et c'est un vecteur intéressant pour parler de design aujourd'hui, dans un monde qui est plutôt dominé par le marché et des nécessités autres que le design et sa stratégie. Souvent, on compare le design fiction à Black Mirror, et pour nous c'est une erreur en fait, plus une erreur qu'une bonne chose. On adore Black Mirror, c'est super drôle, c'est sordide à souhait, on se fait des idées différentes sur le côté noir de la technologie. En revanche, on pense que notre responsabilité en parlant du futur est d'avoir une posture qui est neutre. Et on parle souvent de cette pratique d'un futurisme agnostique. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer quelque chose, des événements dont on peut parler de sécurité, par exemple, comme de surveillance, comme c'est le cas aujourd'hui, et extrapoler sans faire de jugement, sans prendre parti sur cette question-là, tout en se fascinant des différents phénomènes, des adoptions culturelles que ça peut provoquer, engendrer, etc. Et avoir en fait ces débats-là. Et on aimerait quelque part que vous ayez ça avec nous aujourd'hui, si vous pouvez, dans la mesure du possible. Ça qu'on parle plus de relations personnelles à cette question nécessairement, mais qu'on essaye en fait, juste par principe d'anticipation, d'y réfléchir comme ça, de façon agnostique. Rapidement parler de nos projets, on a un peu deux facettes. Une qui est de la recherche en design, où on va imaginer, comme c'est souvent le cas en design fiction, des objets futurs, des interactions futures, des services futurs. Ça peut prendre l'aspect simplement d'imagerie en général, ça peut être du texte tout simplement, ça n'a pas besoin d'être en très haute résolution. Et ça peut parfois aller jusqu'au prototype, utilisable, exposable, applicable. Là, on voit un exemple de vêtements en réalité augmentée, qui, c'est marrant, je n'y avais pas pensé dans le contexte d'aujourd'hui,
utilise en fait pour être compléter les données personnelles de ses utilisateurs. Donc en l'occurrence Twitter ou Facebook qui fait des analyses sémantiques où, pour vous donner un exemple, plus on utilise le point d'exclamation, plus on fait monter un paramètre d'autoritarianisme qui nous donne de plus grosses épaules sur le modèle. Plus on parle de trucs mignons, plus on a des trucs mignons affichés, comme des petits chats, des petits chiens, des choses comme ça. Et tout ça, en fait, c'est une stratégie de design paramétrique. Et on va pas s'étendre dessus. Tous ces projets, on a pas mal, on les a répertoriés dans des livres où, j'ai pas envie de dire contrairement, mais souvent, il y a... quand on fait des projets de design spéculatif ou design fiction, on crée des contextes fictifs qui ne servent vraiment qu'une seule œuvre. Donc, si on faisait un truc maintenant sur la surveillance, on prendrait un contexte en particulier, on extrapolerait, en le laissant isolé dans un coin, et ensuite, hop, on passe à un autre projet, un autre contexte, une autre spéculation. En fait, on aime bien les faire cohabiter. Donc, généralement, quand on a un projet, par exemple, sur la mode en réalité augmentée, et qu'ensuite on va penser, je sais pas, au transport du futur, on va essayer de faire de sorte à ce que dans ce futur du transport, il y ait déjà un engagement sur la réalité augmentée et que ça a un impact, etc. En fait, on croise un petit peu ces champs de recherche différents. On travaille sur des workshops avec des étudiants. Parfois, on continue de développer notre univers en mode bac à sable. On fait du jeu de rôle aussi récemment avec ça. Et donc, l'autre partie, c'est qu'on a aussi un travail client où on a travaillé avec différents clients qui peuvent être des organismes privés ou publics. Pour vous donner une idée, un ordre, c'est allé de la mairie de Mexico à Accenture récemment, pour parler de futur et parler vraiment de futur, de vision et de ce côté agnostique. On a appelé ça le forum d'entraînement à la pêche au futur et on l'a présenté comme une fiction aussi en soi, comme si on était un énorme centre de recherche, plein de moyens, avec cette auto-fictionnalisation. On utilise des machines à lire l'avenir, des données, etc. En fait, c'est complètement bullshit, mais c'est une façon d'ouvrir ce débat sur la fiction, comment il est utile de se projeter, est-ce qu'on aimerait vraiment pratiquer le futur de cette manière-là. Mais le programme et les méthodologies sont réelles. Enfin, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une approche créative à l'étude du futur plutôt que celle de la prospective. Je ne sais pas si on peut vraiment le mettre en opposition parce qu'elle se complète, mais celle de la prospective serait plus basée sur des statistiques, sur une anticipation concrète. Nous, on parle d'un futur qui se crée. Il n'y a pas de futur autre que celui qu'on imagine et qu'on s'encourage à emprunter ou non. Ah oui, mais le cas de la pêche d'avant, c'était la raison pourquoi mon entraînement à la pêche au futur, c'est qu'on a ce principe de backcasting qui est assez récurrent. Où on va dans le futur lointain et on ramène les choses à maintenant. Non mais c'est important parce que souvent on parle de futur très proche et on a du mal à s'engager sur des horizons lointains. Mais on pense que c'est assez important en fait parce que les horizons lointains peuvent être de la fantaisie pure. C'est vrai que si on décide tous qu'on veut un futur où on vole sur des éléphants roses gonflables géants et que c'est le moyen de transport qu'on trouve être trop bien même politiquement, ben on peut. Et ça a une utilité. Et souvent on décrit en fait aux clients le futur comme un truc comme un marché de l'immobilier. Ouais, vraiment très capitaliste, mais complètement, parce qu'en fait c'est le cas de Google et Elon Musk. On n'associe pas forcément ces noms-là au design fiction ou au design spéculatif, mais en fait ils ont une présence qui est très importante dans l'imagerie populaire et c'est ce qui compte par rapport à ça. Parce que quand Elon Musk vous fait une présentation sur Mars et qu'il y a derrière lui des rendus de colonies sur Mars, il pourrait parler de ce qu'il veut, en fait, il suffit de dire Mars, colonie sur Mars, à partir du moment où on commence à voir cette imagerie qui se diffuse sur Internet, ça devient son bébé, ça devient vraiment son champ d'action. On pense Mars et Elon Musk. Il y a une appropriation directe en fait entre notre relation publique à l'image et c'est un peu du pipi de territoire quoi. Si vous arrivez, vous dites ah moi c'est les voitures automatiques et vous commencez à montrer, à diffuser des images là-dessus, c'est à vous quelque part. On ne dit pas que c'est une bonne chose, c'est juste une constatation. On a parlé de ça, de lier tout. Voilà. Ouais, vas-y. C'est moi qui ai le micro.
on s'en fout de ça, on en a déjà parlé. De tout lier, voilà, c'est super. Un exemple de projet client, donc avec la mairie de Mexico, on est arrivé, on n'avait pas beaucoup de temps sur place et l'idée c'était de faire un workshop. Donc on travaille très souvent par co-création avec les acteurs de ces clients, de ces boîtes, etc. Là en l'occurrence, on devait travailler sur le futur de Mexico. Mexico a un gros problème environnemental, très rapide. C'est que la ville entière, pour ceux qui ne savent pas, a été construite sur un grand lac. Et ce grand lac est entièrement recouvert de villes, à peu près 22 millions d'habitants maintenant. Non, mais c'est grand, c'est gros, c'est massif, ça prend la place. Et la ville s'enfonce dans le sable maintenant petit à petit. Le lac a été complètement recouvert, ils l'ont utilisé comme une source d'eau. Et on est arrivé avec une fiction qui est basée sur le travail d'un architecte local depuis très longtemps, qui était que l'impératif pour Mexico, c'est de récupérer son lac. Et en fait, on s'est fait passer pour un spécialiste en architecture rapide, et un économiste social, je ne sais pas comment ça se traduit très bien tout ça, mais peu importe, grosso modo avec un plan où on allait dire voilà, il y a un plan en cours à Mexico City. On avait une présentation publique devant des architectes de la ville, devant des gens qui sont vraiment impliqués dans ces questions-là, organisée par la ville. Et on leur a présenté un plan qui était prétendument en cours de développement et d'application, où la ville allait être poussée du centre urbain qui est sur l'ancien lac vers des villages d'espèces de taudis HLM imprimés en 3D, mais vachement bien, dont la motivation, merci, ou la carotte, la compensation qu'on pouvait leur offrir, c'était une forme de revenu universel dans une monnaie qui s'appelait la MaxiCoin. Et en fait, on leur a présenté tout ça comme un plan assez solide, des noms de quartiers, des principes d'architecture en 3D aussi, parce que c'est une zone qui est à haute activité sismique. Enfin bref, on va pas tout vous raconter. Non, mais c'est long, de toute façon, il y a pas moyen de le concentrer. Vas-y, ok. Le mot de la fin, c'est juste, on a fait un projet avec énormément de différents aspects qu'on a regroupés dans une fiction globale avec les gens qui participent au workshop. Et on a utilisé ça comme base au workshop le jour d'après. Pour les gens qui étaient issus de différentes parties de Mexico, qui allaient travailler là-dessus, ça c'est un exemple de comment on travaille aussi parfois. On aime bien donner des conférences fictives. Donc là, c'en était une en l'occurrence au Mexique. Ça, c'était autre chose dans la lignée de la conférence au Mexique, qui était purement sur les crypto-monnaies et sur la MaxiCoin, qui a finalement intéressé des vrais économistes, de vrais chercheurs en économie, parce que c'était une monnaie qui s'auto-dévalue au fil de l'année, etc., avec des composantes sociales. On a inventé notre propre alternative à la blockchain et crypto, vraiment l'infrastructure de la le hash mesh, c'était très très bien passé. Voilà. Et non, et reviens, parce qu'il y avait un détail qui était très drôle. Putain. Allez. C'est qu'en fait, ça c'était vraiment diffusé comme ça. On avait fait 2 candidatures à la conférence. L'une qui était entièrement fictive, l'une qui était en disant bon, écoutez, on aimerait faire de la fiction. Celle qui avait dit on aimerait faire de la fiction n'a pas été retenue. Et c'était celle qui était entièrement fictive du début à la fin. En fait, les organisateurs n'ont pas su jusqu'à la fin de la conf que c'était. J'aime bien voir ta photo à l'écran. Que c'était une fiction. Pour la vraie partie. Non, c'est pas vrai. Ce qui nous amène à quelques questions qu'on avait pour le panel aujourd'hui. On a le tas, très subtilement intitulé Super Juppé. Et l'idée à travers ça, c'était de faire une critique rapide et agnostique, cette fois encore une fois, de la surveillance. Dans notre cas, on a un peu observé que Bastien a présenté plutôt aujourd'hui ces 2 aspects de la surveillance. C'est qu'on mélange un peu tout aujourd'hui, et c'est un problème, on a du mal à distinguer politiquement en tout cas, comment on se positionne par rapport à ça. Et ça dépend aussi des régimes dans lesquels on est. Je dis régime pas pour rien. On peut être soit surveillé par le gouvernement, soit on va s'adresser à ce problème d'extraction de données personnelles et de marché de la donnée personnelle. Et dans les 2 cas, l'amalgame fait que dans l'imaginaire populaire, on a l'impression que c'est toujours souvent un antécédent dystopique qui finalement donne lieu à pas grand-chose autre qu'encore un énième modèle consommatoire lifestyle où il n'y a pas longtemps je regardais des tutos sur
les véganes minimalistes qui se font des packs rogues, comme ils les appellent, pour échapper au système. Et finalement, enfin, de façon très digérée dans la culture populaire, le fait d'échapper au système, c'est devenu simplement une accessorisation, un article de mode qu'on peut porter sur soi avec une petite carte SD qui est prête à booter en système alternatif sur un ordi ou des petits burners téléphone portable, ce genre de choses, sans fond en fait réel, sans questionnement réel. Et on pense que fondamentalement, il y a une question politique plus profonde qui se pose en fait, entre si on cherche à échapper à un marché de la donnée, si on cherche à échapper au gouvernement, peut-être pour... je sais pas si... Je veux pas parler de choses qu'on est à se reprocher, mais c'est dans la continuité. C'est est-ce qu'on veut se sauvegarder des droits à la révolution? Est-ce que c'est une forme de révolution canapé que de se garder des droits à la révolution alors qu'on va finalement rien en faire, autre que sauvegarder la possibilité peut-être à un moment? Et bon, bref. Et donc l'imaginaire collectif, en tout cas, de la surveillance, c'est ça, c'est Big Brother, les caméras de surveillance, etc. Et tu avais quelque chose à parler sur les aspects positifs, vas-y. Oui, donc on a toujours cette idée de... On a toujours cette idée justement de cette espèce d'image d'Épinal de la surveillance oppressive, non désirée, et absolument intrusive et invasive. Et puis, d'un autre côté, si on se démarque déjà du numérique, on essaie de revenir un peu plus loin, on a une série qui est du film de Goodbye Lenin, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, qui est super intéressant parce que en fait, ça nous ramène un peu à l'idée de... Alors, on est à Berlin, et à Berlin, il y a tout ce concept d'ostalgie, qui est la nostalgie de l'Est, et qui est super intéressant, c'est des gens qui ont toute une partie de la culture qui regrettent l'Allemagne de l'Est, malgré son histoire de surveillance, toutes les histoires de la Stasi et tout ça, et qui se disent oui, mais au moins on avait une vraie solidarité. Au moins on avait des gens qui savaient ce qui nous arrivait dans notre vie, qui étaient là pour nous aider si on avait besoin, même sans qu'on ait besoin de demander. On n'était pas isolés comme on est maintenant. Et ça, d'une certaine manière, ça pose aussi la question, quand on veut parler justement d'agnosticisme, c'est aussi la question de, ok, on a toujours cette image extrêmement dystopique de la surveillance, mais est-ce que ça peut aussi avoir des bons côtés? Et un autre aspect, c'est cette idée des smartwatches qui récupèrent les données biométriques et peuvent les transmettre, et qui fonctionnent en état d'urgence et qui ont apparemment déjà sauvé des vies en détectant un accident, une chute, un problème cardiaque, et en transmettant directement au service d'urgence avec la localisation, et des gens qu'on a pu être sauvés alors qu'ils étaient en train de faire leur jogging dans un bois, ils auraient été autrement retrouvés des heures plus tard, beaucoup trop tard en tout cas. Et puis il y a aussi tout l'aspect de l'acceptation que je trouve extrêmement intéressant. Tous les gens qui se marrent, toute cette espèce de mime du FBI agent, de l'agent FBI qui nous regardait par notre caméra, et les gens qui se disent allez, on va lui remonter un petit peu le moral, on va lui faire une petite danse, on va faire une blague avec notre agent du FBI en posant pour lui comme ci, comme ça. Et ça, c'est juste des posts sur ça, c'est juste des posts, c'est de la blague sur les réseaux sociaux, mais qui traduit cette espèce d'acceptation du statu quo de prise en compte du truc. Voilà, c'est une adaptation culturelle d'une certaine manière. Et ce qui nous intéresse énormément en général en fiction, c'est l'aspect culturel, l'aspect vraiment de l'évolution des codes et des rituels et du comportement d'une manière générale. Vous avez entendu parler du phénomène de swatting chez les jeunes Américains? Qui en a entendu parler? Quelques personnes, ok. Pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler, dans le genre, plus dans le domaine du numérique, mais vraiment sur comment mal utiliser une infrastructure de surveillance ou sécuritaire d'un pays. Le plan que vous avez ici, c'est tous les jeunes sportifs du jeu vidéo, on va dire, mais qui sont sur Twitch, qui sont très impliqués dans le milieu gamer américain, qui sont plutôt jeunes en général, enfin ceux qui se font des blagues de swatting, aiment se faire des petites blagues où ils se dénoncent les uns les autres pour avoir des interventions du FBI chez eux, qui sont très dangereuses, il y a eu des morts déjà. Et c'est devenu
tellement monnaie courante qu'on en est presque au fait que ce soit une surprise d'anniversaire comme un stripteaseur qui vient chez vous, quoi. C'est devenu une mode qui est très répandue. On peut en voir énormément d'extraits sur internet si vous voulez, de gens qui sont sur stream, qui sont en train de jouer à un jeu et qui sont là, qui entendent un bruit, et qui parlent à tout leur auditoire en étant oh, je crois que ça y est, je vais me faire swatter, et qui s'apprêtent et tout, qui vont voir oh super, et ils ont l'air heureux, quoi. Parce que c'est devenu ce phénomène culturel. Merci. Et donc on a un peu deux angles d'approche sur tout ça. C'est vraiment d'un côté l'aspect technologique, l'aspect de la machine, apprendre à la machine à si bien duper la machine qu'il nous faut des machines à comprendre la machine, d'un côté, et de l'autre côté c'est l'aspect social et culturel qui consiste à apprendre à comprendre l'analyse de la machine par la machine à comprendre la machine. On n'a pas du tout fait de différence entre les majuscules et les pas majuscules, désolé. Si on a une, mais elle se voit pas. Ouais, c'est tout en majuscule. Mais d'une certaine manière, c'est un peu nos deux angles d'approche. L'angle absolument technologique et l'angle social et culturel. On va les éclaircir, c'est le but que ce soit brouillé, que ce soit... Oui, c'est d'exprimer la confusion un peu par rapport à tout ça. Donc c'est pas avancé. Et en fait, d'une certaine manière, duper la machine, ça remonte à longtemps, et aussi il y a des aspects absolument triviaux. Sur Windows 98, je crois, il y avait le mouse jiggle qui permettait c'était à l'époque où on pouvait monétiser simplement le fait d'être sur Internet, et où il y avait ce petit logiciel qui permettait de faire bouger la souris même quand on n'était pas devant son ordinateur, qui permettait de simuler une présence et donc de créer de la monétisation. Et de la même manière, donc ça c'est vraiment duper la machine pour faire de l'argent, pour du profit personnel. Il y a aussi un autre aspect qui est absolument l'aspect de se cacher de la machine, de se dissimuler sous des VPN, dans le dark web, dans tellement à travers je sais pas comment on a pensé, du ledger distribué. Je vais faire un petit peu de québécois. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça vient avec cette iconographie justement du hoodie, cette iconographie des lignes de code, de l'ambiance vraiment sombre. Si vous tapez dark web sur internet, c'est essentiellement des images d'iceberg, tout bleu. Et c'est extrêmement intéressant justement l'aspect d'image. Attends, tu mets 30 ans. Bah ouais, je sais. Moi j'étais super vite. Et donc il y a tout l'aspect également, si on ramène vers du plus grand public, il y a tout l'aspect de la matérialisation, le nouveau personnage qu'on se crée, on peut s'en créer plusieurs. Tu avais fait une équivalence qui n'était pas inintéressante entre le proxy hacker et l'avatar, le mis sur Nintendo. Oui, qui est globalement l'aspect grand public. Et de plus en plus la technologie évolue et on est capable de fondre les frontières de plus en plus avec tout ce qui est deepfake qui permet de créer de la vidéo à partir d'images, de donner vie à des personnages qui n'en ont jamais eu. Et ça, là, on commence de plus en plus à créer de la confusion. Alors ça, et ce qui est intéressant quand on en est là, c'est que on peut de plus en plus voir des vidéos qui pourraient paraître vraies, qui pourraient porter à conséquence politiquement, socialement, des vidéos porno supposément leakées de personnes célèbres qui sont en fait du deepfake. Et ce qui est intéressant comme question, c'est quand plus il y a de fake, moins on croit ce qui est, plus on peut d'une certaine manière se protéger de la vraie diffamation. La même chose en journalisme. La même chose en journalisme, absolument. Et puis de la même manière, il y a tous les aspects qu'on parle de OpenAI, de recréer du texte, la machine qui peut créer du texte jusqu'à ce que le texte devienne indistinguable. Donc en français, on n'y est pas encore. Mais en anglais, c'est assez frappant. Le texte est vraiment indistinguable entre celui créé par la machine et celui créé par un humain, au point... indistinguable, oui, je sais pas. Et au point où on en devient capable de... pareil, cette même confusion, cette même du coup absence de confiance dans le contenu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec tout l'aspect intelligence artificielle et machine learning, on est capable d'une certaine manière de hacker le numérique sans avoir besoin de programmer, parce qu'on peut corrompre
le set de données. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire du robot, du chatbot de Microsoft qui était en moins de 24 heures, qui était devenu partie d'une idée de les humains sont super cool à Hitler avait raison, simplement parce que les internautes l'ont trollé toute la journée et du coup l'ont techniquement hacké sans avoir à taper la moindre ligne de code juste par phénomène populaire. On parle aussi de fake news et donc de tout cet aspect de psychose autour de la machine, du dysfonctionnement de la machine, la peur du rogue AI. Et ça, c'était l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu, des trailerbots Facebook qui devaient s'échanger des informations et qui ont créé leur propre langage incompréhensible pour l'humain parce que plus efficace pour eux. Et avec toute cette espèce de psychose comme quoi Facebook se serait grouillé de les débrancher parce que peur psychose, ce qui en fait pas du tout vrai. Et puis il y a l'aspect de l'auteur, qui est l'auteur quand il y a une co-création entre l'humain et la machine. Par exemple, Aiva, qui était une intelligence artificielle, qui a recréé entièrement, recomposé une nouvelle symphonie de Dvorak. Qui est l'auteur? Est-ce que c'est le compositeur dont les données ont été utilisées comme datasets, ou est-ce que c'est le programmeur de la machine? Est-ce que c'est la machine elle-même? Donc tous ces aspects-là sont super intéressants et ça nous amène en fait d'une certaine manière à l'aspect aussi technique de la black box. Je ne sais pas qui connaît un peu toutes les thématiques sur l'intelligence artificielle ici. Sur le neural net, comment ça fonctionne en général. Rapidement expliquer globalement, d'une manière générale, c'est très simple. On donne une information à la machine et elle est capable de nous dire, par exemple, une image, elle est capable de nous dire ce que c'est avec une certaine précision. Et la raison, c'est on ne sait pas. Ça se passe dans ce qui s'appelle la black box, la boîte noire, et on ne sait pas ce qui se passe. Et on en est au point de telle complexité, opacité, obscurité, que se pose la question de, voilà, pourquoi est-ce que ça, c'est un chat? Pourquoi est-ce que la machine me dit c'est un chat? Et on a vraiment des gens qui se posent la question, qui essaient de répondre à ces questions-là, ce qui amène à toute la discipline d'intelligence artificielle explicable, Explainable AI, qui essaie de comprendre, voilà, qu'est-ce que me dit la machine, sur quoi se base la machine pour décider que le mouton de gauche c'est plutôt un mouton et le mouton de droite c'est plutôt une vache, qu'à droite on a plutôt une personne, et à gauche une personne et à droite un oiseau. Donc quels sont les pixels, les parties de l'image que regarde l'intelligence artificielle pour définir telle ou telle chose. Donc on en est au point d'une certaine manière où on a tellement laissé le champ libre à la machine, on a tellement programmé la machine pour qu'elle puisse être autonome qu'on ne comprend plus ce qui se passe et on essaie reverse engineer, de recomprendre, de détricoter un petit peu ce qui se passe dans cette boîte noire. Et donc la question... Pardon, juste pour le panel, en fait, on voulait poser cette question-là qui est dans un contexte qui est flou. Selon ce que vient de décrire Régis, c'est extrêmement important en médecine, parce qu'on en a un point où on peut diagnostiquer des problèmes chez un patient sans savoir ce que sont les problèmes. On vous dit que vous avez un problème, vous devez effectuer tel ou tel, développer tel médicament. On ne sait pas pourquoi, ni sont les raisons, ni les paramètres de ces problèmes. Et les conséquences non plus. Oui. On sait juste qu'il y a un problème, voilà comment le soigner. Pourquoi ce moyen, ce soin-là, on ne sait pas. Et on aimerait que vous imaginiez, et à travers le panel aussi, ce genre de problème-là en anticipation. C'est qu'on en arrive à un point où le savoir ne nous appartient plus, les méthodologies ne nous appartiendraient plus. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? De la superstition, de la croyance, en fait, juste du savoir, mais vraiment de la croyance. On nous donne des lignes directives qu'on doit suivre, parce que ce sont les bonnes, s'organiser socialement, politiquement, en médecine, culturellement. On nous dit ça c'est de la bonne musique, jouez ça avec l'orchestre.
Voilà. Et du coup, pas mal. Merci Cédric. Désolé d'avoir désolé. Voilà, on a exactement le temps prévu. Ils sont formidables. Alors bon, on va, pardon, excuse-moi, mais du coup c'est pour ça que j'enchaîne. On va inviter, alors là on va avoir à peu près 45 minutes de discussion. Alors quand je dis discussion, attention, je parle bien de discussion, pas forcément de format table ronde, puisque du coup on est un peu raccourci, mais tant mieux, on va être dans un format un peu plus dynamique. Donc l'idée c'est, je vais vous inviter peut-être Cédric, Régis, Bastien, Léa, à vous installer. Pendant ces 45 minutes, on va bien sûr rebrasser un petit peu toutes ces idées qu'on a commencé à aborder. Bien sûr, on va reparler capitalisme de données, bien sûr, on va reparler cybersurveillance. Mais l'idée de cette discussion, c'est vraiment de s'intéresser en comment, c'est-à-dire d'aller voir d'un point de vue pratico-pratique, ce qu'a déjà d'ailleurs abordé Léa, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui justement duper la machine, duper le numérique, et à quelle fin. On va peut-être aussi se poser la question, revenir en fait sur certains fondamentaux, à savoir de quel type de surveillance on parle. Évidemment, on ne va pas adopter les mêmes stratégies dans l'espace public que dans le cadre d'une navigation privée ou dans le cadre de l'IoT. Alors, écoutez, je vous invite à vous installer, donc Bastien, Léa, Xenia, Régis et Cédric, s'il vous plaît. Oui, alors forcément, là, vous avez bien compris, au niveau de la projection, on n'est pas au complet. Donc je rappelle bien, Bastien et Léa de Design Friction, Cédric et Régis de Normals, et donc Xenia qui vous a fait la conférence d'introduction. Donc n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, qu'on ne soit pas dans quelque chose de trop frontal. Martin qui est là vous fait circuler le micro, donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je voulais juste en fait faire le lien, puisque, comme je vous disais, le centre de cette discussion, ça va quand même être le comment, et le comment aussi, dans certaines formes prospectives, d'imaginer, pour faire la transition avec Cédric, ce que vous en pensez. Mais moi, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'évoquait Xenia tout à l'heure, à savoir peut-être poser une question un petit peu plus sociologique sur la question de l'opinion publique et la question de la prise de conscience. Parce que, en fait, si on se pose la question aussi du pourquoi duper, c'est pourquoi, à un moment, il y a aussi une prise de conscience. D'ailleurs, je vais poser peut-être ça différemment. Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience ? Bastien, au tout début d'introduction, disait je n'ai rien à cacher, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Donc, est-ce que la prise de conscience de l'environnement numérique intrusif ou pas provoque justement une nouvelle forme de lucidité ou pas ? C'est peut-être la première question à se poser. Et ça rejoint un peu ce que disait Xenia. Et tout à l'heure, tu parlais, Xenia, justement, du fait de pouvoir garantir, crypter ces données comme un droit humain, c'est-à-dire protéger cette intimité comme un droit humain. Est-ce que, d'où ça vient en fait ? Est-ce que c'est la prise de conscience qui vient derrière toutes les affaires, tous les scandales médiatiques, Prism a été évoqué, les Cambridge Analytica ? Est-ce que c'est la succession aussi des lanceurs d'alerte qui a fait qu'à un moment une opinion publique s'est modelée, ou alors est-ce que c'est complètement autre chose ? Est-ce que c'est plutôt le capitalisme des données qui est, je veux dire, un élément saillant d'un mouvement global, mondial, justement, qui tend vers une forme de post-capitalisme. Donc sur cette question de sociologie des publics, j'aimerais bien peut-être, Bastien et Xenia, que vous m'en disiez plus, parce que ça me paraît important. Merci pour la question. Je vais commencer. Dans cette question, je prendrai la première partie, savoir ce qui est une prise de conscience. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction des Russes. Encore une fois, je suis désolée. Qui, quand les révélations de Snowden ont été publiées, ont répondu en disant « Eh ben, ils sont surpris, et nous, on vit depuis plus de 70 ans comme ça, en sachant qu'on est tout le temps surveillé. » Et je rejoins ce que tu as évoqué, Léa, dans ta présentation, sur la normalisation des comportements, que dans la société russe, la possibilité d'être surveillé est intégrée, peut-être avec l'aide de maman. On a des discussions politiques dans des espaces privés seulement, on a de l'autocensure. Et du coup, la révélation de Snowden, ça n'a pas vraiment beaucoup
choquer les Russes. Ils continuaient à faire confiance à Gmail, Facebook, WhatsApp, Instagram et compagnie, parce que comparé à leur propre gouvernement et aux pratiques du gouvernement, ces plateformes paraissaient libératrices presque. Non seulement de bonne qualité en assurant une fluidité d'interaction, mais aussi ils pensaient ils disaient aussi dans les entretiens, je préfère donner mes informations à des acteurs privés étrangers qu'à mon propre gouvernement. Donc c'est assez paradoxal. Ça n'a pas vraiment changé les comportements des Russes vis-à-vis des plateformes mainstream. Peut-être c'était le cas dans les pays occidentaux et surtout aux États-Unis, je pense. Mais dans les pays de l'Est, le passé totalitaire a fait qu'on préfère le privé au public largement et on fait plus confiance aux acteurs. Donc security versus privacy, enfin pour un sens différent. Je me demandais d'ailleurs, enfin là c'est une toute petite aparté, comment justement l'accueil en fait de Snowden a été perçu, comment il a été médiatisé en Russie. Parce que nous on a forcément un regard là aussi extérieur. Là, c'est juste une petite parenthèse, une petite curiosité. On le considère comme une espèce d'otage que la Russie a, comme dans un jeu d'échecs. On va sortir à un moment donné, voilà, mais dans un jeu de poker, plutôt comme une carte qu'on garde pour un bon moment, pour l'ouvrir. Genre un valet. Je ne suis pas forte du tout dans ce genre. Mais je vois ça comme une métaphore de stratégie. C'est un outil, Snowden, un outil diplomatique. Il n'est pas vraiment apprécié, il n'est pas mis en valeur, il ne fait pas de conférence en Russie, on ne le voit pas sortir, participer à des événements, même dans les universités où il y a des jeunes qui aimeraient bien le rencontrer. Non, il est gardé dans la C'est un trophée de chasse. C'est plus un trophée de chasse. Bastien, peut-être tu voulais réagir peut-être justement sur ces questions voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un fantasme, je pose la question là également au public, hein, bien sûr, puisque là on parle de sujets qui a priori nous intéressent directement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée, pas forcément complètement fondée, de cette prise de conscience qu'on évoque depuis ce matin finalement? Je trouve que ça pose la question aussi de la compréhension de la manière dont fonctionnent ces systèmes. Je reprends l'exemple du mouton, qui est tantôt identifié comme un mouton, tantôt comme une vache. On se dit, est-ce qu'on peut... on a une prise de conscience, on sent bien qu'il faut se méfier, mais il y a une peur du coup avec l'affaire Snowden, etc. Mais de là à comprendre vraiment en profondeur et comment ça fonctionne, et du coup, est-ce qu'on peut duper un système où on ne comprend pas dans le détail comment ça fonctionne? Ça pose cette question-là. Ça rejoint notre question de discussion principale justement sur la question du comment, c'est-à-dire avant de savoir comment duper, déjà il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et je pense, oui, Bastien, peut-être tu voulais... Non, sur la prise de conscience, il y a des choses intéressantes. Enfin, sur la prise de conscience de la surveillance, mais également l'acte de duper et de tromper la machine pour échapper à la surveillance. Le travail que tu évoquais tout à l'heure, c'est sur les métaphores, je trouve qu'il est très très intéressant parce qu'il rend ça accessible. Aujourd'hui, on a l'adage si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, qui est rentré un peu dans les esprits, qui sort dans des conversations sans forcément qu'on ne sait pas forcément toutes les réalités qu'il y a derrière, mais qui devient une sorte de phrase conscientisée de défense. Ce genre de métaphore, ce genre de choses qui s'ancrent dans le langage montre une prise de conscience, et finalement peut-être aussi que à travers l'ensemble des j'ai dit un scandale, mais des affaires qui peuvent exister, et pour décaler de Snowden, mais pour recentrer sur des choses comme des choses très dans le quotidien, comme par exemple le fait de noter nos chauffeurs de VTC, de tout noter finalement dans cette économie de la réputation où tout se joue selon une note. Ça en fait on s'en rend compte parce qu'on est à la fois ceux qui notent et ceux qui sommes notés, donc on prend conscience de ces choses-là et on commence à jouer un peu avec ces choses-là. Est-ce que si je mets 0 à tel repas que j'ai reçu, est-ce que je vais avoir un bon d'achat alors que le repas était très bon pour pouvoir récupérer un autre repas après derrière? On commence à jouer avec ces systèmes de manière parfois un peu empirique. J'allais dire pour le grand public, là où des activistes sont déjà beaucoup plus cadrés là-dessus. Et finalement, toutes ces métaphores, toutes ces choses qui sont ancrées en nous, sont des leviers pour comprendre comment duper. Notamment quand on regarde les techniques du prix, on peut faire plein d'analogies. Si on se fait passer pour quelqu'un d'autre, ou on prétend être quelqu'un d'autre, prétendre être quelque chose d'autre, finalement c'est le cheval de Troie de l'Antiquité.
Si on essaye de se dissimuler, de se rendre invisible, soit en se mettant dans le flot, soit en réduisant les traces qu'on laisse, c'est du camouflage. Si on essaye finalement de laisser des fausses informations, comme ce que proposait Anne Nozer, qui évoquait Léa, qui est un petit plugin sur le navigateur, en fait, qui clique sur les pubs à votre place. Donc, en fait, pour essayer de brouiller un peu le profil que vous avez, si vous aviez cliqué que sur le pub, là sur la page, si on a 12, il va cliquer sur les 12 et il essaie de créer cette espèce de brouillard ambiant. Là, finalement, cette désinformation, on peut la retrouver aussi à travers l'histoire, à travers toutes les techniques de désinformation qui a pu avoir lieu. Le truc, c'est que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des choses, des techniques, des méthodes, des outils qui étaient liés à la guerre, finalement. Et aujourd'hui, on les trouve transposés dans notre quotidien, que ce soit sur les outils de surveillance ou les outils du prix. Donc il y a une militarisation contre guérilla d'une certaine manière. Complètement, parce que tu me fais penser un petit peu, enfin je ne sais pas si certains de vous l'ont lu, mais le dictionnaire de réalité stratégique de Conrad Becker, quand il parle justement de ces tactiques, enfin, à l'époque, c'était pas tant adapté en fait au numérique, voilà, mais ça prend tout son sens effectivement aujourd'hui. Alors un point là que tu soulèves qui peut peut-être être intéressant, c'est par rapport à tout ce qu'on a brassé un peu comme info, qu'on distingue bien ce qui va relever de la surveillance organisée ou présupposée organisée, parce que, comme on en parlait avec Cédric, ça peut être bien plus, comment dirais-je, myriadisé, il y a un fantasme aussi autour de ça, et le fait qu'on puisse se sentir, vous en avez tous parlé, chacun à votre manière, le fait qu'on puisse se sentir espionné, observé, etc., alors qu'en réalité, en face, c'est juste du traitement de collecte de nos données. C'est-à-dire, en fait, le traitement ultime de collecte de nos données fait qu'on a l'impression d'avoir, comme vous le décriviez très bien, la pub, là, je suis en train de penser à partir en vacances, paf, elle va tomber, c'est pas possible, j'ai un micro, je l'ai fait espionner. Non, c'est le traitement fin, analytique des données qu'on envoie. C'est le patron de Cambridge Analytica, je me souviens à l'époque, il disait que par citoyen, par électeur américain, il y avait 5000 points de données par personne, par profil. C'est un peu l'idée. Donc, peut-être déjà, si on distingue bien ces deux points-là, forcément, on a des stratégies du prix qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Peut-être que, voilà, on va regarder un petit peu plus prospectif. Je ne sais pas si on peut en parler un peu entre la question de la surveillance généralisée et la question du traitement des données, enfin, qu'on distingue bien ça pour. Juste une parenthèse pour introduire la question du prix. Il y a deux paramètres. On pourrait qualifier du prix offensif ou défensive, et c'est peut-être aussi ce qui va pouvoir structurer par là. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a très bien dans sa keynote. Peut-être. Voilà. Allez. Ça m'a juste fait penser, encore une fois, au fait de revenir à ce système de croyance que l'on découvre. Parce qu'en fait, sans connaître vraiment l'outil, en face de ça, c'est là que naissent les croyances finalement du Facebook nous écoute. La preuve, Google nous écoute quand je parle de nourriture pour animaux alors que j'ai pas d'animaux devant mon navigateur, il commence à y avoir des pubs. Est-ce que ça, c'est pas cette croyance-là, j'ai envie de dire croyance parce que c'est toujours nié par les organisations, donc on va leur laisser le bénéfice du doute de notre toute grâce. Est-ce que cette croyance-là, en version demain, ce serait pas tiens, mon ampoule a pété? Est-ce que ce ne serait pas lié au fait que j'ai traversé au rouge la semaine dernière? Et qu'on commence à avoir cette espèce de vision du karma numérique qui est un peu comme, et qui suit un peu les trajectoires du marché financier, qui devient un tel bordel qu'on n'en conçoit plus en fait les dénouements, l'impact, les influences, parce qu'on est à une ère des objets connectés, intelligents, qu'on ne comprend plus et qu'on croit simplement. Et donc on croit à ces répercussions. C'est bien. Non mais j'adore cette idée de karma numérique. Mais en fait, évidemment, c'est pas parce qu'on est potentiellement sur écoute qu'il y a forcément de la surveillance et qu'on va quelqu'un enregistre tout ce qu'on dit, mais moi je me livre à une petite expérience en ce moment, je prononce des marques ou des mots-clés dans mon téléphone. C'est quand même, c'est-à-dire que s'il y a cette capacité de déclencher une action en disant OK Siri, peut-être qu'il y a d'autres mots-clés qui sont quand même captés. Donc à ce moment-là, je trouve que la nuance entre surveillance et captation de données fines, elle est tout de même un petit peu floue. Et si quelqu'un sait comment, si on est vraiment sur écoute de la part de téléphone, pour moi ça reste quand même une grosse. Je dis pas qu'il faut tomber dans la parano, mais
quand même, on ne sait pas trop ce qui est capté au final ou pas, et on a quand même un micro dans la poche, donc ça c'est une question que je voulais poser d'ailleurs au public. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous sentir surveillé ou de vous dire mais c'est pas possible, là, je reçois une alerte, un push, une pub qui bon, je suis en train de rêver d'une pizza, elle arrive sur mon écran, c'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà eu cette espèce de sentiment, qui n'est pas un sentiment forcément justement paranoïaque, mais ce sentiment d'être surveillant en temps réel? Vous voyez, ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui, alors moi ça m'est arrivé, mais du coup moi, je me permets de prendre le micro pour rebondir juste sur la question des comment et de la prise de conscience, parce qu'il se trouve que j'ai été bibliothécaire pendant 15 ans, et en fait ça fait déjà quelques années que les bibliothèques organisent des crypto-parties, justement pour sensibiliser à ces questions-là. Et en fait, ce qui est intéressant, ça rebondit un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur justement la limite des crypto-parties, ou comment en fait on permet au plus grand public de comprendre ces enjeux-là, etc. Et c'est vrai qu'en bibliothèque, on a vraiment ces compétences-là de pouvoir s'adapter à la personne qu'on a en face. Et en fait, en bibliothèque, depuis 2-3 ans, on a de plus en plus de questions du grand public, de personnes justement curieuses de ça, qui sont très inquiètes et qui ne savent pas par où commencer. Et du coup, sur le comment, et ben à Nantes, on a la chance d'avoir un réseau associatif qui est assez dense sur la question. On parlait FAI associatif, petit fournisseur d'accès à Internet tout à l'heure. Donc il y a un FAI associatif nantais qui s'appelle FAI Maison, qui a une émanation qui s'appelle le collectif Café Vie Privée, qui organise des cafés vie privée. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Exodus Privacy, qui est plutôt autour des questions des smartphones et de la vie privée, justement, qui permet de voir les ingrédients du gâteau des applications Android, tout simplement, sur les questions du pistage. Donc c'est vrai qu'après, il y a vraiment aussi une réappropriation, une discussion avec ses propres voisins, en fait, et de comment, en fait, avec ses voisins, on se met ensemble, peu importe ses compétences, où chacun apporte vraiment ce qu'il peut apporter, apprend, comprend. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Enfin, je prends l'exemple de Fait Maison. On peut y aller, même si on n'est pas informaticien ou informaticienne. On apprend collectivement, on discute, et ça permet d'avoir des perspectives d'action derrière. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi cette dimension collective. On parlait tout à l'heure de l'anxiété, du caractère nourri d'ailleurs parfois sciemment, complètement anxiogène, la peur, justement des données, tout ça. Mais le fait d'être dans des émulations, proximité citoyenne un peu collective, il y a aussi cette dimension qui permet d'apaiser un peu les esprits, de se sentir effectivement un peu moins seul. T'étais un peu plus critique sur les crypto-parties, toi, Xenia, non? Non, mais je voulais réagir sur le collectif en fait, parce que depuis tout à l'heure, et après votre keynote surtout, je voulais évoquer une organisation qui s'appelle Data Workers Union, qui est inventée par Manuel Beltran, qui est une amie, et moi je fais partie des cofondateurs de cette organisation fictive également. Data Workers Union, c'est un syndicat de travailleurs et travailleuses de la donnée. Ce qui est en fait une forme d'organisation collective qui renverse le paradigme où on est appelé utilisateur, utilisatrice, et en fait c'est une façon de nous duper, de nous faire oublier qu'on produit de la valeur, beaucoup de valeur, et on touche rien. Et du coup, le syndicat des travailleurs de la donnée propose d'organiser des actions collectives, et du coup, dans la logique de fiction, justement, on se pose des questions pendant nos ateliers. Quelle serait une grève imaginée par le syndicat des travailleurs et travailleuses de la donnée? On a évoqué ad nausea comme une façon de faire, parce qu'en fait c'est un sabotage. Lorsqu'on brouille les données, nos données en ligne, on fait perdre la valeur de nos données. Je prétends être, je sais pas, une chinoise de 64 ans, et d'un coup, tout ce que je fais, en fait, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de réalité derrière, donc les modèles prédictifs vont pas fonctionner. Plus de personnes vont dans le luddisme à l'aide des plugins comme ça, moins de valeur auront les big data, etc. Donc moi, j'insiste ici, vous avez parlé du politique, du droit à la révolution, etc. J'insiste sur le fait que c'est important de se rappeler qu'on est des travailleurs de la donnée, en fait. Et voilà. Mais tu as parfaitement raison, et c'est souvent incroyable, on ne s'en rend pas compte, mais souvent, enfin, c'est une sorte d'allégorie où on dit qu'aujourd'hui, effectivement, la monétisation de nos données personnelles, enfin, si
on devait les ramener à un standard, sont plus valorisés que le baril de pétrole en fait. Vous voyez. Donc l'enjeu est absolument, évidemment, massif et considérable. Je crois qu'il y avait une question, une réaction en public. J'ai une petite question, parce que le sujet est très intéressant, parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, duper le numérique, ça veut dire qu'on a une connaissance très fine des enjeux à la base. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a un énorme déficit de ce côté-là, dans la société en général. Alors, on est peut-être ici aujourd'hui un peu plus sensibilisé que la moyenne. Vous aurez juste à interroger vos proches pour savoir si... voilà, la première chose, c'est qu'ils vont dire je me protège en utilisant la navigation privée de mon navigateur, et ils ont l'impression d'être des agents secrets avec ce genre de choses. Mais je rebondis par une question. On a abordé l'intelligence artificielle, la duperie. Aujourd'hui, la plupart des citoyens dans le monde qui sont connectés ont plusieurs milliers de données, de points d'intérêt, de métadonnées qui permettent de les qualifier sociologiquement, etc. N'est-il pas déjà trop tard pour pouvoir duper le système, sachant que peut-être que les intelligences artificielles pouvaient détecter cette duperie et voilà. Alors ça c'est intéressant, peut-être que Régis, si tu voulais réagir à ça. Ouais. Ça connecte assez bien avec ce que je voulais dire aussi un peu plus tôt. Moi j'ai l'impression en tant que société, en tant que grande collectivité, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec les différentes phases du deuil. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais le déni, la colère, l'acceptation, je ne sais plus ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, d'une manière socialement, qu'on a eu une grosse phase de déni. Déjà, on ne connaît pas tous les paramètres de surveillance et de tout cet écosystème numérique. Mais on est beaucoup dans le déni, on n'a pas forcément envie de voir ce qui se passe parce que c'est pas confortable. On aime bien avoir les bénéfices de tout ça et on aime bien croire. C'est ce que je disais, de toute façon, j'ai rien à cacher. On aime bien ne pas se voiler la face. Et juste se dire, voilà, c'est pas si grave, moi j'ai rien à cacher, c'est quand même un service qui est vachement bien, du coup ça me propose un service gratuit. Et donc il y a de ça, il y a des gens qui sont plus dans la colère, qui sont plus dans la révolte, qui vont vraiment essayer de chercher des alternatives, de se dissimuler, de duper. Et puis oui, donc il y a l'aspect, et puis il y a le déni avant ça, il y a le ça n'existe pas. Donc il y a tous ces différents aspects-là. Et je pense qu'une partie du déni, c'est aussi de ne pas savoir. Dans l'intelligence artificielle, on n'est pas forcément au courant simplement de ce qu'il y a en jeu, de comment ça fonctionne, de à quel point c'est capable de nous lire, à quel point on est. D'une certaine manière, c'est complètement logique. On n'est pas technicien, on n'est pas. Il faudrait un alphabétisme numérique. Topinambour, ça marche? Non mais ouais, on a cette espèce finalement de manque d'information couplé à un refus d'y croire, couplé à une espèce de colère sourde et mal dirigée. Ici, elle est dirigée aux grandes enseignes. On a toujours les GAFA et on est content de pouvoir les pointer du doigt. Oui, mais c'est ce que je dis mal dirigé d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est notre système social, c'est ce que nous, on promeut. Ouais. Quand on fait, nous, la décision d'utiliser Google plutôt que DuckDuckGo, et puis on a peut-être des bonnes raisons. Peut-être qu'en effet, le service est mieux. Peut-être qu'en effet, Tor, c'est un petit peu lent et que du coup, nous, on a juste envie de la convenience d'un accès rapide. Et j'aimais beaucoup ce que tu disais sur le burn-out, parce qu'il y a un peu ça, parce que même quand on est en colère, même quand on est en phase de réaction, vient un moment, il y a eu un moment aussi où j'essayais par tous les prix de me protéger, de devenir complètement invisible, où je me suis dit, je vais mettre un autre Tor à la maison, et puis au bout d'un moment, c'est juste tellement d'efforts. Et tous les jours. Voilà.
J'ai l'impression que Xenia l'a vécu, ça. Ouais, peut-être bien au début. Mais au bout d'un moment, il y a cet aspect-là, à quoi bon aussi, qui est. Et puis, juste peut-être effectivement par rapport à ce que disait monsieur, c'est intéressant. C'est-à-dire, en fait, concrètement, à part, je suis sûre que tout le monde l'a fait, hein, à part mettre un petit sticker, un petit bout d'adhésif sur sa caméra et son micro. Qu'est-ce que vous pourriez donner, à part partir en mode navigation privée, hein. Ce que vous disiez, c'est les gens n'ont pas forcément, enfin, ils savent qu'il y a des enjeux, ils savent qu'il y a une prise de risque, ils savent qu'ils sont des passoires à donner, enfin, certains le savent. Mais comment, de manière simple, quels pourraient être des petits outils simples, des petits conseils simples que vous pourriez donner? Mais est-ce que c'est vraiment ça la question en fait? Voilà. Ah bah, justement, c'est pour ça, c'est pour pousser un peu. Voilà. Oui, quand je vous montrais le tableau en question des outils comparés selon la IFF. Et là, donc j'ai interviewé les personnes à l'origine de ce tableau qui disaient mais non, il ne faut pas surtout l'utiliser dans la formation en sécurité parce que c'est misleading. On compte les croix, on ne se pose pas les questions où suis-je, ai-je besoin d'outils ou peut-être d'une action collective, etc. Et du coup, utilocentrisme, technocentrisme, c'est peut-être pas la solution. J'ai beaucoup aimé le début de ta keynote, Léa, avec la communauté, vraiment, l'action coordonnée. Et je reviens dessus. Sur le collectif, là aussi. Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, j'ai acheté un nouveau téléphone, j'ai décidé d'installer Lineage, j'ai décidé de ne pas utiliser Google Service. Et puis je me rends compte que Signal ne fonctionne pas sans Google Service. Signal! Et je parle avec Moxie parce que j'ai eu la chance de l'interviewer, je lui pose des questions, mais il ne veut pas se libérer de Google Service. Il ne voulait pas jusqu'au dernier moment d'aller sur F-Droid, pas d'aller sur F-Droid, de publier le APK, le fichier de son application, en dehors du Google Play. Signal. Donc du coup, on est vraiment mal parti. Et deuxième problème, c'est migration numérique, ce que j'avais. Quand vous décidez de partir, vous devez transporter tous vos contacts avec vous ou vous perdez votre réseau beaucoup. Et quand j'ai commencé la recherche sur les journalistes de guerre, j'imaginais qu'ils allaient tous être sur PGP, Jabber, OTA et Signal, etc. Mais non, ils sont sur Facebook parce qu'ils ne peuvent pas trouver de source. Leurs sources, ils y vont. Et du coup, il faut bouger tous ensemble, par petits groupes, mais c'est très très compliqué d'abandonner ça. C'est une drogue. Je crois que monsieur avait une question tout au fond. Merci. C'est un peu pour rebondir sur la question précédente qui a été posée, et puis aussi par rapport à certaines choses qui ont été dites. On a tendance à poser comme un préalable à la possibilité de duper la nécessité de comprendre les dispositifs auxquels on se confronte. Et je me demandais dans quelle mesure ça risque pas de produire une espèce d'élitisme technologique, et dans quelle mesure aussi la technologie ne se défend pas par une espèce de déni de service, de complexité, de surcomplexité, où au bout d'un moment on peut raisonnablement imaginer qu'il faille une vie pour comprendre enfin comment ça fonctionne, et qu'au moment de lutter, en fait, on est déjà mort, quoi. Et donc, par rapport à votre expérience, je me demandais justement ce que vous pensiez de ça, et aussi rebondir sur le fait que à trop lutter, à trop duper, on finit par développer une empreinte en tant qu'utilisateur qui elle-même est une information. Et moi, je sais que, par exemple, personnellement, j'ai été confronté à un service de la police française qui s'appelle la BFT, et ils étaient très intéressés de savoir si j'avais déjà utilisé la cryptographie. Et en soi, la réponse que j'allais leur donner était une information qui allait orienter la suite des choses. Et comme disait Xenia, en Turquie, si on utilise Signal, forcément d'entrée de jeu, on est catégorisé. Mais c'est une question de prospective qui est très intéressante que vous avez posée au début. Peut-être que Bastien avait envie de réagir à ça. Et pour reboucler sur la question de l'automatisation qu'il y avait auparavant sur l'intelligence artificielle, et pour reboucler sur la fatigue, aussi faire un triangle, en fait, on voit l'automatisation et l'intelligence artificielle, avec tout le fantasme qu'il y a autour, comme une menace de massification de la surveillance. Mais si on le met du côté des gens qui veulent duper, est-ce que c'est pas un assistant à la duperie? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de déléguer une partie de sa duperie et du coup de la fatigue engendrée par la duperie à ces formes d'assistants dupeurs? Finalement, on peut aussi renverser la question d'un point de vue prospectif.
Est-ce qu'il peut aussi réduire, alors en bien ou en mal, mais j'allais dire la marge d'accès à la duperie. C'est-à-dire que si, entre guillemets, l'assistant analyse le contexte de pourquoi je veux duper, où est-ce que je veux duper, est-ce que je suis sur mon navigateur, est-ce que je suis dans la rue, est-ce que je suis chez moi, et qu'il est capable de proposer, entre guillemets, et de faire une partie de la duperie à ma place, c'est peut-être un moyen de rendre ça plus accessible, pas forcément plus compréhensible, parce qu'on ne saura pas, encore une fois, avec la boîte noire, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette option-là plutôt qu'une autre, mais on peut, peut-être qu'il y aura intelligence artificielle contre intelligence artificielle, et si je n'ai pas trop le terme, mais automatisation de la duperie contre automatisation de la surveillance, et que cette partie de la conscientisation va la déléguer finalement à ces systèmes intelligents. Encore une fois, en bien ou en mal. Mais la question de comment duper, à mon avis, est totalement indissociable de pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour préserver mon intégrité? Est-ce que je le fais parce que je ne veux pas être fiché? Est-ce que je le fais pour tirer profit d'une manière plus ou moins malhonnête, comme on évoquait tout à l'heure? Est-ce que je le fais par pur trolling? Donc j'ai envie de m'amuser et de jouer un peu avec la machine, parce que vous évoquiez avec l'intelligence artificielle de Microsoft. Et c'est juste un peu comme les enfants qui jouent avec un insecte en lui donnant un petit coup de bâton pour voir comment il va réagir. Voilà, c'est aussi une forme de duperie. Donc il y a vraiment cette pluralité d'objectifs, cette pluralité de contexte. C'est ça, il faut peut-être pas juste la sous-estimer. Donc tout ça combiné fait que, si on va au-delà de la question de la surveillance, il y a plein d'outils pour plein d'applications finalement. Pour compléter un petit peu, moi ce qui me fait peur, c'est un peu l'aspect micro-mesure de beaucoup de choses. C'est par rapport au changement de système dont on aurait besoin et qu'on aurait besoin vraiment d'amener et de promouvoir. C'est à quel point est-ce que faire de la navigation privée, c'est l'équivalent de faire pipi sous la douche, quoi. Ça va être un deuxième t-shirt. Non, mais vraiment, l'idée de rajouter 50 centimes à sa facture pour planter un arbre, enfin, d'une certaine manière. Et penser qu'on sauve le monde avec ça. Et penser qu'on résout le problème, alors qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est mettre un énième petit pansement sur une plaie payante qui nécessite un vrai changement de système. Et à quel point est-ce que les petits gestes du quotidien, ok, c'est super chouette si on les fait tous et si vraiment ils ont une vraie efficacité, mais à quel point est-ce que les petits changements du quotidien permettent aussi d'éviter ou de divertir de détourner l'attention du vrai problème qui aurait besoin d'un vrai changement de système. Et ça, c'est politique, c'est social, c'est vraiment, on parle de collectif. Et comment est-ce qu'on amène ça au final? Je voulais juste rajouter une toute petite nuance à ce que tu disais. Qu'en fait, on parle de vision politique et de vision de système. On parle tout le temps d'échapper, de s'extraire d'un système, de le faire par petites rustines, comme le décrivait Régis, genre j'ai un navigateur privé, j'ai un téléphone plus privé, on ne me voit pas dans la rue dans le système actuel. Et qu'est-ce qu'on veut en fait au final? On veut que notre économie soit modifiée pour qu'on ait une juste récompense à ce qu'on veut, un syndicat de travailleurs de la donnée. Non mais c'est une réalité aussi qui est indéniable, c'est qu'il y a une modernisation du monde, il y a un changement, il y a un capitalisme de la donnée qui est en train de naître, il y a un marché de la donnée qui est phénoménal, qui est lourd, qui est important, et il faut absolument qu'on le prenne en compte. On ne peut pas simplement se retirer du système économique, et puis faire youpi dans les bois. Donc moi, j'aurais une question directe à vous deux. Il y a la slide avec les space colonies, et je l'ai regardée, j'ai l'impression que c'est du futur dans le passé, et que c'est une forme de coloniser le futur que je trouve est contraire de ce que vous proposez. Vous proposez un changement, or dans des visions comme celle-là, ce n'est pas du tout un futur. C'est un passé, c'est déjà vu, c'est les mêmes valeurs, profit. Vous collaborez avec Accenture, je ne sais pas qui sont vos clients, mais en choisissant de travailler avec eux, de leur fournir ces connaissances, qu'est-ce que vous faites en fait? J'ai l'impression que vous partagez avec le diable, que vous jouez à ça. Est-ce que vous êtes dans l'entrisme trotskiste, genre on s'intègre dans le système pour le changer dans l'intérieur? Et moi j'ai peur que vous allez être engloutis. Ça va être trop bien, ça va être trop confortable. Parce qu'avec les cerveaux comme les vôtres, qui sont brillants, vous devez rejoindre la résistance plutôt. Et là, ce que je vois, c'est des belles déclarations, mais j'ai peur que derrière, il y a un modèle économique très classique. Ont-ils été appelés par le côté obscur de la France? Non, c'est super. En fait, on pourrait
disclaimer, là c'est typiquement le genre de question, on en parlerait pendant 3 heures. Je suis typique. Ah bah non. Non, Mais, mais on va laisser, parce qu'on va, dans 5 minutes, on va laisser la place à Dasha. Dans 5 minutes, on laisse la place à Dasha, c'est pour ça. mais tu as raison. Bravo. Alors, il y avait trois questions, 4. Oh, beaucoup de réactions dans le public. Alors, on va. Bonjour. En réalité, donc, cette idée qu'il faut absolument comprendre la technologie pour mieux la duper, d'une certaine manière, on a même vu par les exemples, la technologie se dupe tout seul. C'est tellement faillible comme technologie qu'on crée des mythes autour de sa puissance, de sa capacité, de son intelligence. Et quand on est vraiment dans les algos et qu'on rentre vraiment et on comprend comment c'est en train d'analyser les images, c'est absolument évident pourquoi il y a des problèmes, qu'on pense qu'un mouton est une vache. Et donc, il n'y a pas beaucoup de magie. La magie, c'est vraiment dans ce mythe qui, derrière, va créer des comportements qui va donner de la puissance à la technologie. Il y avait justement un très bon article qui est paru dans le New York Times qui parle de la manière dont la Chine utilise ça comme un outil de communication pour forcer ses citoyens à s'auto-censurer, arrêter des comportements civiques, de jaywalking, des trucs assez bénins, mais à la fin, c'est ce concept de panopticon qui va nous forcer à s'autoréguler en pensant qu'on va être facile à capter par différentes formes de comportements. Et si on regarde tous où ces systèmes sont vraiment efficaces, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière pour compenser pour toute l'inintelligence de l'IA. C'est vraiment parce qu'il y a déjà des systèmes qui sont là pour passer le temps de vraiment regarder ce qui se passe, qui va lancer une alerte pour un flic d'aller faire une visite chez quelqu'un, et que sans tout l'humain derrière, qui fait tout le travail de surveillance, l'IA lui-même est beaucoup moins puissant que ce dont on lui donne comme image. Je pense qu'on aura prochainement l'occasion justement d'en parler ici même, de cette question du travail invisible et du travail derrière le numérique, mais effectivement c'est un point absolument crucial, c'est évident. J'ai envie, vous avez parlé de magie, moi j'ai envie de parler un peu de poésie et un peu aussi pour faire la transition avec ce que va nous présenter ensuite Dasha et Lina. Puisque là, vous l'avez évoqué, enfin Léa tout à l'heure a donné quelques exemples, mais il y a encore quelques questions dans le public, mais moi j'aimerais quand même vous demander si vous avez en tête des exemples justement un peu comme ça, un petit peu soit absurdes, soit poétiques, soit très artistiques, en fait, des exemples de duperie en fait, qui vous auraient marqué, mais pas forcément marqué, parce que voilà, on va être dans un futur dystopique terrible, mais au contraire peut-être quelque chose qui ouvre un peu le regard et qui peut jouer sur l'illusion, qui peut jouer sur autre chose, mais voilà, sans être dans un optimisme léa, évidemment. Vous avez des exemples? J'allais dire ça. J'ai un exemple que je déteste absolument. Ça fait encore plus plaisir d'en parler. Comme tu y vas, J'allais beaucoup l'exemple. Lequel? Celui dont tu vas parler. J'en ai deux. Lequel? Non, moi j'aime Ce sera celui par rapport aux voitures autonomes. C'est celui-ci. Que je trouve vraiment très, très poétique justement. C'est donc James Bradle qui a fait un boulot qui ramène beaucoup à l'idée de le rond sorcière qui permet ce rond de sel sur le sol qui permettait dans l'imaginaire populaire d'attraper une sorcière et de ne plus en sortir. Et qui a fait ça pour attraper une voiture autonome, c'est-à-dire qu'il a avec fait une ligne blanche. Avec une ligne blanche d'un côté et pointillée de l'autre qui permettait à la voiture de rentrer C'est génial, et pas de tu sortir. l'as vu, c'est formidable ça. Voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je trouve très poétique. Monsieur peut-être avait un exemple. Et il y aura également 2 réactions, 3 réactions derrière. Donc on va vous passer le micro. Peut-être Bastien, si tu veux bien passer le micro à monsieur, puisque Martin est derrière. Donc juste un petit exemple rapide, mais enfin, c'est pas tant un exemple qu'une réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, la machine, quand elle essaie de comprendre pourquoi on l'a dupe, ça produit des trucs tellement surréalistes que finalement c'est intéressant d'avoir la vision de l'absurdité humaine que la machine essaie de procéder.
En fait, ça nous donne une autre lecture de qui on est, parce que jusqu'à maintenant, on se lisait entre humains, et maintenant, quand la machine essaye de nous lire, et en plus, quand on essaye de la tromper, ça donne des résultats assez intéressants, et ça va peut-être nous permettre de nous comprendre aussi mieux nous-mêmes par la lecture de cette machine. Alors, la réaction voilà, de monsieur, et ensuite, on va passer derrière. Merci Bastien, c'est vraiment pas tant communion de pensée, puisque l'exemple va dans ce sens-là. C'est un exemple et j'aurais une question pour vous. Moi, je reste assez fasciné par cette expérience qui a été faite il y a, je sais plus, 3-4 ans, où en fait, et la question, je la pose tout de suite, c'est est-ce que l'expérience s'est réellement déroulée comme ça? En fait, 2 assistants personnels ont été mis l'un en face de l'autre, et en fait, ils ont entamé un dialogue. Donc, je ne sais plus si c'était des Google ou autre. Et donc pendant 24 heures, l'échange a été filmé, et on peut il reste quelques traces, on peut le retrouver. Et c'est vraiment troublant comme expérience. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, donc il y a des passages complètement surréalistes et poétiques sur les échanges conversationnels entre les deux. Par contre, lorsqu'on regarde à froid après, ça raconte plein de trucs sur les biais de l'entraînement des machines, puisqu'en fait, la stratégie globale des 2 machines, elle est restée très anthropo machin, puisque ça a démarré en fait sur une grande séquence de séduction, avec des choses très très belles. J'en ai fait ma devise familiale. À un moment, il y a un des 2 assistants qui dit à l'autre: je t'aime tellement que je marcherai sur des Legos pour toi. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est très beau. Donc ça démarre sur une séquence de séduction, et ensuite, assez rapidement, après avoir s'être jaugé, ça part sur un rapport de domination qui va jusqu'à l'écrasement, ce qui finalement est assez pauvre au final. Donc sans qu'il n'intervienne dans l'aide du prix finalement. Alors je laisse la parole à monsieur, et après nous allons passer la main à Dasha. Oui, bonjour, merci. Bonjour. On a eu une petite tentative d'aller vers les réponses un peu plus sociétales, et ça m'intéresse aussi cet aspect-là, parce que quelque part... Et en 45 minutes, on est très contraint, désolé. Oui, je comprends, mais en même temps, c'est plutôt une ouverture, mais enfin, c'est plutôt une réflexion que ça m'inspire, parce que des réponses individuelles ou communautaires un peu technocentrées, on en voit un peu aussi les limites, et du coup, je suis très content d'être là, parce que je prends aussi conscience de la question du burn-out que ça peut susciter, ou au contraire de stratégie plutôt aquabonistes, c'est-à-dire finalement de résignation. Et donc je me dis, mais c'est quoi finalement qui nous conduit à ça? Est-ce que c'est pas cette formidable accélération de la société aujourd'hui qui nous conduit à avoir ce besoin d'hyper-ubiquité et de dépendance à ces dispositifs et à leur compte, et du coup à l'acceptation de leur contrepartie? Et si on prend cette question sous cet angle-là, plus sociétal et politique, est-ce que finalement c'est pas justement un projet de société de décélération qui pourrait contribuer à ralentir ou atténuer notre dépendance à ces dispositifs et à leur contrepartie? Et puis un autre angle aussi, c'est les questions un peu d'effondrement, qui sont des perspectives de plus en plus sérieuses, et effondrement, grande descente énergétique, de ressources, etc., qui pourraient faire s'effondrer tout simplement et tout naturellement tous ces dispositifs par épuisement des ressources. Alors peut-être, oui, effectivement, sur la question décroissante, pour conclure la discussion, peut-être plus que sur l'aspect collapsologue de la chose, mais sur effectivement, pourquoi pas sur cet aspect décroissant, si on peut peut-être dire un dernier mot. Qui veut intervenir? Vous allez dire. J'interviens parce que je travaille dans une équipe de développement d'une application chiffrée DeltaChat, et nous, on a une logique de décentralisation et d'autonomie d'infrastructure et de décroissance, dans le sens où on a adopté un protocole, on appelle ça le recyclage du protocole, donc c'est une approche écologique au choix technologique qui est derrière le développement, c'est-à-dire au lieu d'inventer une nouvelle énième version de chiffrement ou bien de protocole de transport, on revient au standard mail. Donc on utilise le protocole mail pour communiquer en instantané. Donc on a le même feeling que les gens d'aujourd'hui préfèrent, donc d'une appli IM, Instant Messenger, dans votre poche, mais derrière il y a des serveurs mail et vous pouvez utiliser n'importe quel serveur. On n'a pas besoin de gérer une infrastructure nous. C'est un choix écologique qu'on fait, ça consomme beaucoup moins que d'autres protocoles. À Cuba par exemple, on a des souscriptions au forfait mail seulement qui sont très peu chères, d'où notre base d'utilisateurs à Cuba, en fait, qui est énorme.
Mais on ne veut pas savoir combien d'utilisateurs et on ne veut pas en avoir beaucoup. Et c'est dans cette optique-là que je pense qu'il faut qu'on se développe, parce que ces applications comme Signal, WhatsApp, etc., leur but c'est d'avoir plus d'utilisateurs, plus. Ils emprisonnent dans leur solution, puisque c'est pas interopérable. Vous êtes obligé d'être sur Signal pour communiquer avec les autres qui ont Signal. Donc vous essayez de tout centraliser, tout mettre sur les mêmes serveurs, d'où la nécessité de les refroidir, la consommation de ressources, etc. Et nous, on propose une sortie de ça par la décentralisation des infrastructures. On apprend, on fait des ateliers destinés surtout aux féministes pour gérer votre propre serveur mail, pour votre groupe. D'autonomiser vraiment l'infrastructure, minimiser la consommation et arrêter de penser que plus égale mieux. Mais c'est intéressant. Et puis déjà, le fait d'arrêter de réinventer la roue tous les 2 jours, ça amène à une certaine forme de frugalité, n'est-ce pas? Et je pense que si beaucoup de gens travaillent dans le numérique ici, ça ne doit pas. On va conclure peut-être là-dessus. S'il y a une dernière... non, désolé. On va juste laisser une dernière parole au public et on passe à Dasha. Bonjour, merci. J'ai lu hier la couverture de Télérama, je ne l'ai pas acheté, qui dit voilà, reconnaissance faciale, il sera impossible d'échapper demain. Je n'ai pas lu ce magazine. Et c'est un sujet qui n'a pas été réellement évoqué. Je voulais savoir un petit peu par les amis normales, c'est la France. Voilà, très rapidement, quel est un petit peu l'état de la perspective et comment on peut s'en prémunir, enfin en dehors des cagoules, mais est-ce qu'on a envie de porter des cagoules tout le temps là où on va. Voilà, donc c'est de bouteille à la mer, mais je voulais en savoir ce qu'il est. Ah bah, moi je connais, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais Geoffrey Dor, un designer, qui avait fait à l'époque une capuche anti-surveillance, c'était génial. C'est un bonnet. Moi j'adore les solutions très low-tech, très DIY, très simples, très basiques. C'est grosso modo, vous prenez deux LED infrarouges, puis vous les cousez sur votre bonnet. Ça évolue n'importe quelle caméra de surveillance. Pas besoin de se peinturlurer, pas besoin. Vous mettez votre caméra. Ça marche avec une partie des caméras, pas avec toutes. Pas avec toutes, mais avec une partie. Il y a tout partie. ce qui est l'adversarial fashion, le mouvement d'adversarial fashion, qui crée par exemple des t-shirts où il y a des motifs dessus et qui, en fait, au lieu de se peinturer effectivement le visage, parce qu'il y a aussi l'idée de la cosmétique, où on fait des coupes de cheveux improbables avec des ombrages sur le visage qui permet de cacher son visage. Je vais anticiper sur ce que tu vas raconter. Mais voilà, il y a des t-shirts par exemple qui, avec des fausses plaques d'immatriculation, avec un espèce de t-shirt un peu design, pour utiliser l'adjectif gros, mais ça permet de tromper en fait la caméra qui va essayer de tout analyser et se focaliser là-dessus plutôt que sur autre chose. Donc il y a tout un mouvement de contre-reconnaissance faciale et des signes, mais encore une fois, se pose la question de est-ce qu'on en est à la rustine, c'est génial. On n'attaque pas le système un peu plus. Tu nous fais la transition idéale avec Dasha, puisque je sais que Dasha va commencer sa présentation. Va en parler pendant sa présentation. Merci à tous. On sait bien que c'est un sujet dense, passionnant. Voilà, on peut continuer à en discuter après. Mais là, vous allez voir des exemples concrets, justement, un peu ludiques, artistiques et très appliqués. Voilà, de solutions sur le comment. Alors, on laisse la place à Dasha et Lina et on vous dit à tout de suite. Merci.